En manchette aujourd'hui, la Semaine nationale pour la prévention du suicide débute sous peu et on en parle. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 février. Donc, on débute par cette Semaine nationale pour la prévention du suicide qui débutera sous peu. À cet effet, CTRB a rencontré le comédien Ghislain Dufresne, porte-parole pour le Centre de prévention suicide de la Naudière. Le comédien nous entretient de cette Semaine nationale de prévention du suicide. On l'écoute. Je suis en compagnie de Ghislain Dufresne, le porte-parole pour le Centre de prévention suicide de la Naudière. Bonjour Ghislain. Bonjour. Sûrement que les gens vont dire, je connais la face, oui, c'est un acteur connu, c'est quelqu'un qui demeure dans la région de la Naudière et tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là vraiment par conviction, c'est bien ça, on pourrait parler de ça pour commencer, oui. Ben oui, en fait, sincèrement, c'est eux qui m'ont approché parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour promouvoir le numéro de téléphone puis faire connaître aux gens le centre de prévention du suicide. Puis j'ai pas pu dire non parce que c'est une cause, c'est probablement la plus belle cause qu'on peut supporter, là, je veux dire, la cause pour la vie. Là, donc, oui, c'est ça que je veux dire. Et la semaine prochaine, à partir du 5, c'est la semaine justement nationale de la prévention du suicide. Et cette année, on veut mettre l'emphase, comme tu disais, sur le numéro de téléphone. Que ce soit la personne proche qui voit quelqu'un en difficulté ou une personne qui se sent en difficulté, c'est important d'appeler, hein, c'est bien ça, hein, c'est de donner, de transmettre notre crainte, nos états d'âme. exactement. En fait, le numéro est là pour aider les gens qui vont pas bien, qui se sentent pas bien, qui ont des pensées suicidaires. Puis il est aussi là pour aider les gens qui peuvent peut-être avoir des suspicions, là, se dire il me semble que cette personne-là va pas bien, puis des fois on n'a pas tous les outils qu'on veut pour être capable de poser les bonnes questions ou diriger simplement la personne au bon endroit. Donc vous pouvez appeler aussi si vous avez si vous soupçonnez, le 1-866 appel est là aussi. C'est 1-866 appel, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est bien ça, Oui. 7 jours par C'est bon. semaine. Donc, c'est des gens qui sont déjà bénévoles. C'est impressionnant parce que dans cette pénurie de main-d'œuvre-là, trouver que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes pour te répondre. C'est des spécialistes vraiment qui ont une formation pour le soutien. Là, je me souviens pas du terme exactement des études qu'ils ont faites, mais je sais que c'est des gens spécialisés dans ça, là, dans l'écoute et dans la solution, puis tout ça. Donc, oui, effectivement, on est chanceux d'avoir ça. Je sais que de ce temps-ci, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué un peu partout. On le sait là, pour les employés, les embauches, tout ça. Donc, le CPS passe pas à côté de ça. Et je pense qu'il prendrait encore plus de gens s'ils pouvaient en trouver plus. Mais on est chanceux effectivement d'avoir ça 24 heures par jour. Une situation qu'on vit ici dans la Naudière, partout aussi dans la région rurale, beaucoup des personnes qui travaillent en agriculture, qui sont agriculteurs, fermiers, vivent ces situations-là. Je sais que dans la région aussi, il y a une enfance qui est mise sur cette problématique-là aussi, du suicide dans le milieu agricole. Hein? Oui, effectivement, je sais qu'il y a eu un partenariat qui a été fait, là je me rappelle pas du nom de l'association, mais il y a eu des rencontres qui ont été faites directement chez les fermiers pour aller les rencontrer, les sensibiliser. En fait, ça a été fait, je pense, plus à l'automne dernier, ça, mais c'est effectivement un problème auquel il faut toujours être alerte. Là. On a, je dirais pas de gêne, mais dans les téléromans, dans les séries, tout ça, on voit maintenant des suicides, et on s'aperçoit qu'à la fin, quand tu regardes les séries, les gens, souvent, comme restent surpris que la personne a fait une tentative de suicide, alors que je pense que, premièrement, il y a des signes avant-coureurs qu'il faut apprendre, il y a des choses qu'on peut avoir comme information, justement, avec la prévention suicide. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Et c'est quoi, pour toi, l'importance qu'il y ait la fameuse affiche à la fin de l'émission qui dit « Appelez si vous avez besoin d'aide ». Oui, ben c'est sûr que, effectivement, j'ai regardé quelques séries récemment, québécoises, entre autres, puis
bon, c'est arrivé souvent qui ont parlé du suicide ou qui faisaient référence au suicide, puis qu'il y avait toujours le numéro de téléphone du 1-866 appel à la fin pour dire si vous avez des problèmes, appelez. Alors, moi, je me dis, si ça permet aux spectateurs d'être capables d'identifier puis de se rendre compte que c'est vrai que c'est pas facile nécessairement de trouver, de voir que quelqu'un a des idées suicidaires, là. Sinon, si c'était si facile, on les empêcherait tout de suite de passer à l'acte. Mais c'est ça. En fait, je me dis, plus on va en parler et plus on va propager aussi le numéro de téléphone, ça peut juste être positif dans un sens parce qu'on propose des solutions. Là, c'est sûr qu'on montre des gens qui ont des envies suicidaires, mais on propose aussi des solutions dans le sens où on leur dit... Donc, les mises en situation qui nous montrent à la télé, on pourrait dire une partie de réalité, une partie de réalisme. Puis donc, autrement dit, ça peut permettre à des gens à porter une réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans leur entourage. Parce que, c'est ça, en fait, c'est d'être capable de... On appelle ça un peu comme des antennes. Là. Je ne sais pas si vous connaissez les sentinelles au Centre de prévention du suicide. Il y a un programme qui s'appelle les sentinelles, donc c'est ouvert à tous. Tous les gens qui sont intéressés à le suivre peuvent le suivre, c'est gratuit. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des outils pour avoir des antennes en quelque sorte, là, pour dire est-ce qu'il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui passe qui est un peu bizarre ou un peu louche ou un petit. Parce que des fois, parce que les gens qui pensent au suicide souvent lancent des perches. Il y a un petit quelque chose, il y a toujours une phrase ou un geste. Puis quand on est assez allumé à ces affaires-là, on peut poser les questions. On peut les approcher, ces gens-là, et leur demander est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que ça va? T'sais? Puis ces gens-là, si on leur demande, souvent ça les soulage parce qu'ils sentent qu'enfin quelqu'un les écoute puis ils peuvent les aider. Il faut vraiment être à l'affût. Puis tu es d'accord avec moi que le fameux 2 ans qu'on vient de passer, qu'on ne veut plus parler, n'a pas exactement aidé à ces choses-là parce qu'il y a eu moins de rapprochements, il y a eu moins de gens qui se sont rencontrés. C'est sûr que le fait que les gens soient plus isolés, c'était plus difficile peut-être d'identifier les signes, mais en fait c'est ça l'important. C'est déjà qu'on soit capable de se voir plutôt que de se parler juste au téléphone. Ça nous permet aussi de voir les gestuels, de voir les visages, ce qui est déjà une bonne chose, mais en fait, c'est sûr qu'il faut garder contact avec les gens qui sont peut-être plus isolés. C'est une bonne idée. Okay. Donc, en résumé, on parle que la semaine prochaine, c'est la semaine nationale de la prévention du suicide. C'est la semaine nationale à toutes les semaines. Je pense qu'on peut résumer ça. Dans le sens qu'il y a une semaine, oui, plus particulière, mais je pense qu'à toutes les semaines, il faut être à l'affût de cette problématique-là. Et en rappelant que tu as un beau numéro de téléphone que je pense que tu sais par cœur, mais qu'on peut répéter encore, 1-866, j'appelle, pour demander de l'aide en tout temps. Il y a des gens qui sont là pour aider, puis pour vous supporter là, dans cette situation-là. C'est ça. Puis cette semaine en particulier, sur le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière, il y a des outils qui ont été mis à la disposition. Il y a des en-têtes Facebook que vous pouvez télécharger, mettre sur vos propres sites pour faire la promotion du 1-866 appel. Il y a plein d'activités aussi qui peuvent vous permettre d'en parler avec vos proches, avec les gens de votre entourage, au travail, avec la famille. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web du Centre de prévention. Bon, merci beaucoup. Puis belle implication, puis on se reparle, j'espère pas dans un an, avant ça sur d'autres sujets. Avec plaisir, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 2 du mois, on souligne l'anniversaire de Lise Pépin, c'est la FADOC de l'Île-du-Pas, qui souhaite bonne fête à Mme Pépin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Organisé par la Chambre de commerce des Moulins dans la Naudière et avec d'autres organismes économiques, aussi la Naudois, tenue il y a quelques jours, la conférence sur les prévisions économiques pour la région lanaudoise a permis à Joël Noreau, économiste principal chez Desjardins, de brosser un portrait de la situation. Au sujet de l'économie mondiale, Mme Noreau a laissé entendre que la récession semble imminente, que l'économie aux États-Unis se rapproche d'une période difficile, même chose pour le Canada. Le Québec, a-t-elle ajouté, flirte avec la récession. Concernant la Naudière maintenant, Mme Noreau mentionne que la région n'échappera pas à la morosité générale, mais qu'elle a des atouts, notamment sa population qui est à la hausse. On écoute dans un premier temps la situation de l'emploi dans la Naudière. Donc, et d'où on sait que, dans le fond, la région, c'est une région qui est quand même ouverte là, sur le monde, mais qui a quand même un bon moteur interne. Tantôt, on parlait de la demande intérieure finale, de la demande du Canada. On disait, c'est les dépenses du gouvernement, les dépenses des investissements des entreprises, de l'habitation, on regarde les dépenses des consommateurs. La Naudière, elle dispose quand même d'un bon moteur interne, dans la mesure où elle a une croissance de la population qui est quand même relativement dynamique en regard de ce qu'on peut observer ailleurs au Québec. Mais la région n'échappera pas à la morosité générale. Par contre, comme je disais, elle a des atouts, 2 atouts majeurs, la population qui demeure en croissance et le dynamisme du milieu des affaires. Si on regarde maintenant ça en détail, donc, disons, on regarde du côté du PIB. Et là, vous allez me dire, il me semble que les bâtonnets sont élevés pour 2023-2024. C'est qu'on n'a pas le même outil de travail. On a toujours notre PIB, mais on ne peut pas enlever l'effet de l'inflation. Si on regarde, au moment où on se parle, on a les données seulement pour 2020. Pour l'année 2020, pour le fameux PIB, ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va avoir une croissance dans la région qui va être légèrement inférieure à ce qu'on va observer au Québec durant les années 2022, 2023, 2024. Donc, une croissance qui, si on mettait l'inflation comme on avait tout à l'heure, on ne l'a pas pour les régions, on aurait une croissance qui est légèrement négative, mais on ne parle pas d'un effondrement, on ne parle pas d'un ralentissement majeur. Si on regarde maintenant au chapitre des moteurs de la région, donc si on regarde du côté de la croissance de la population, bien, la croissance de la population, dans le fond, elle suit une tendance qui est baissière à l'image de ce qu'on observe, dans le fond, au Québec, au Canada. Donc, la croissance de la population n'est pas négative, mais la croissance de la population est de moins en moins rapide. Donc, mais cependant, elle demeure plus élevée que ce qu'on observe dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, qui est la RMR, que qu'on observe au Québec. Mais on voit bien qu'on a connu quand même une croissance soutenue là, en 2016-2021. C'était vraiment là, une croissance d'exception. Il faut dire que probablement que l'année 2021 et l'année 2020 ont joué beaucoup à la hausse sur cet élément-là, avec tout ce qu'on appelait le télétravail, la possibilité pour les gens de travailler à distance, donc de s'installer dans des milieux où ils auraient plus d'espace, etc. Donc, ça a amené un essor important de la population, qu'on verra tout à l'heure pour la différence entre 2021 et 2022. Mais il reste qu'on a eu une croissance extrêmement importante, là, 2016-2021. Une croissance quand même encore importante là, en 2021-2026. On voit que l'écart est important avec ce qu'on observe dans la région métropolitaine de recensement et ce qu'on observe pour l'ensemble du Québec.
mais cette croissance-là sera de moins en moins importante là, au fil du temps. Et on a un horizon jusqu'à 2046, qui sont les projections de l'Institut de la statistique du Québec. C'est les scénarios qui revisent là, annuellement. Mais il reste qu'on demeure quand même avec un moteur très fort à ce chapitre-là. Pour l'année qui vient de s'écouler, puis on va le voir à la séquence suivante, en fait, la réserve s'est classée là, en termes de croissance, de taux de croissance, de pourcentage de croissance de la population pour l'année entre 2022 et 2021. Donc, la croissance la plus élevée au Québec. Ce titre-là appartenait autrefois à la région des Laurentides. Alors, on a un facteur d'inflation important. Et d'où viennent les gens, mais principalement, qui viennent s'installer dans la Nodière? Bien, dans le fond, la région d'origine d'où viennent plus de gens, c'est Montréal, suivi de Laval et ensuite de la Montérégie. Donc, on a réussi à courtiser les gens pour venir chez nous. Donc, si on a une campagne à faire, en fait, on sait qu'il y a de l'écho de ce côté-là. Si on veut faire connaître ou vendre la population, ou la qualité de vie, ou la qualité des milieux de travail, etc., on sait qu'il y a des oreilles sensibles à tout le moins là, à proximité. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va voir qu'au chapitre de l'emploi, la région, dans le fond, va connaître un lancement économique, oui, mais l'emploi va quand même augmenter légèrement dans la région. Et pourquoi? Pourquoi on verrait une augmentation de l'emploi dans la région? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un moteur important dans la région qui s'appelle la croissance de la population. Vous avez vu tous les gens qui se sont ajoutés au cours de l'année dernière. Ces gens-là ont besoin de biens et de services. Ils ont besoin de commerce parce qu'ils vont faire leurs affaires. Idéalement, dans le milieu, surtout si on leur vend en fait toute cette qualité de biens et de services dans la région. Donc, ça va prendre des gens pour desservir, ça va prendre des garderies, ça va prendre des services de coiffure, ça va prendre des institutions financières. Donc, ça va nécessiter l'ajout, malgré une croissance économique moins rapide et même légèrement négative en début d'année, ça va quand même nécessiter que des gens viennent offrir en fait, leur force de travail pour donner du service et vendre des biens à tous ces nouveaux arrivants-là et à la population qui est déjà en place. Donc, c'est pour ça qu'on peut envisager une légère croissance d'emploi pour l'année qui vient. Qu'en sera-t-il du taux de chômage? On va le voir à la séquence suivante. Le taux de chômage, par contre, risque d'augmenter quelque peu parce que nouvelles personnes qui arrivent ici, ça fait aussi des nouvelles personnes qui se demandent pour avoir un emploi. Dans le fond, ce sont des chercheurs d'emploi. Donc, dans la mesure où on n'aura pas une croissance économique très rapide, en fait, même légèrement négative, comme je disais tout à l'heure, ça va faire en sorte qu'on va faire que notre taux de chômage la façon dont on calcule, va légèrement augmenter. Mais il en demeure pas moins que le taux de chômage dans la région va demeurer plus faible que la moyenne québécoise. Et c'est quand même là aussi un facteur d'attraction pour les travailleurs, les gens qui voudraient venir vivre dans la région. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va regarder au niveau de notre fameuse population active. On parle de gens qui vont travailler. Donc, la proportion de gens qui sont en âge de travailler, donc les 15 à 64 ans, dans la population totale, il faut voir que cette population-là, elle tend à diminuer. Et si on fait une comparaison, on se rend bien compte que plus récemment, notre part des 15 à 64 ans va quand même diminuer de façon non négligeable. Et pourquoi? En fait, c'est parce que la population vieillit aussi. On sait que dans le nord de la MRC, la population est légèrement plus âgée que dans le bas, mais il reste quand même que tout le monde est appelé à prendre de l'âge d'une façon ou d'une autre, et qu'à l'image de ce qu'on peut observer dans l'ensemble du Québec, on a une diminution graduelle de la part des 15 à 64 ans. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne aussi à travailler différemment, peut-être plus d'automatisation, et peut-être aussi un prolongement des gens sur le marché du travail en termes d'années. Les accommodements, ils se font déjà, mais peut-être qu'il faudra qu'on travaille différemment actuellement pour être capable de garder notre prestation au travail, notre cadence au niveau de la production. Donc, on voit que pour la région métropolitaine de la de Montréal, la part est un peu plus importante. Il ne faut pas négliger le fait que sur l'île de Montréal, c'est là où arrive la majorité des nouveaux arrivants. Donc, nouveaux arrivants, des gens ici d'immigration notamment, qui sont habituellement un peu plus jeunes que l'ensemble de la population, ce qui fait rajeunir un peu l'ensemble là, et le portrait pour la région métropolitaine de recensement de Montréal.
étape suivante. Maintenant, on va regarder notre fameux taux de remplacement. Donc, le taux de remplacement, là, ça se calcule de la façon suivante. On essaie de voir pour 100 personnes qui ont entre 55 et 64 ans. Donc, sur les gens, 55-64 ans, qui sont susceptibles de se retirer du marché du travail. Et on compare quel est le nombre de personnes entre 20 et 29 ans, qui sont habituellement des gens qui entrent sur le marché du travail, qui peuvent les remplacer. Donc, on se rend bien compte qu'en 2002, pour 100 personnes qui avaient entre 55 et 64 ans, il y en avait 100 entre 20 et 29 ans. Au moment où on se parle, pour 100 personnes qui ont 55-64 ans, il y en a 69. On peut bien trouver que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre, on peut bien être essoufflé, effectivement, et ça ne veut pas dire non plus que pour chacune des personnes entre 20 et 29 ans, qui sont en mesure de prendre la relève et prendre les fonctions des personnes qui quittent. Donc, ça fait effectivement, un marché du travail qui est extrêmement tendu. Et c'est pas étonnant qu'on ait de la difficulté, là, effectivement, à recruter. Si on regarde pour 2025, selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, ce taux-là va tendre à augmenter quelque peu. Mais il reste que ça demeure quand même là, assez préoccupant et ça va être une situation avec laquelle on va être appelé à vivre encore un bon moment. Demain, nous poursuivrons avec le dernier volet de ces prévisions économiques pour la région de la Naudière que nous présente l'économiste principal chez Desjardins, Mme Noreau. Donc, le dernier volet demain à notre bulletin d'information. On poursuit avec la rentrée parlementaire au fédéral, les dossiers de fonds pour le député Yves Perron. Dès la sortie du caucus du Bloc québécois hier, le député de Berthier-Masquinongé préparait son plan de match pour la session parlementaire donc, qui s'amorçait hier. Bien satisfait de son travail au sein du parti et sur le terrain, le député est fier de voir que ses préoccupations font partie des 8 priorités que le Bloc québécois mettra de l'avant rapidement. On parle de la défense de la clause dérogatoire afin de préserver les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec et de lui permettre de décider par elle-même, le recours à McKinsey et au privé pour les orientations et l'exécution de mandats de l'État, l'immigration, la francisation des nouveaux Québécois et l'assurance de leur intégration économique et culturelle heureuse, le français et l'application de la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale, le financement des soins de santé, les effets de l'inflation et de la possible récession sur le pouvoir d'achat des plus vulnérables, des aînés et des victimes de la crise du logement qui frappe directement les gens de Berthier-Masquinongé, la lutte au changement climatique et la protection intégrale du système de la gestion de l'offre au niveau agricole avec le projet de loi C-82. Et à ce niveau-là, on vient juste d'apprendre, il y a quelques heures, que le gouvernement Trudeau appuiera le projet de loi C-282 pour préserver, évidemment, pour protéger l'offre et notre agriculture. Ça a été annoncé il y a quelques heures à Ottawa. Donc, un projet de loi que déposera le Bloc québécois. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
Au CHSLD Le Château de Berthier, le 14 janvier dernier, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Rochelot-Corriveau, épouse de feu Roger Corriveau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Yves Corriveau, Sylvie Généreux, Pierre Corriveau, sa sœur Geneviève Rochelot, ses belles-sœurs Carmen Corriveau, Liette Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie les employés du CHSLD Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Corriveau. La famille vous accueillera samedi le 4 février dès 13h30 à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Des funérailles suivront en ce même lieu à 14h30. Mme Monique Rochelot-Corriveau sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL Parfila Ferland, le 24 janvier, à 85 ans, est décédée Mme Germaine Pagé, épouse de feu Réal Lavallée de Berthierville. L'ayant précédé sa fille Josiane Lavallée, elle laisse dans le deuil sa fille Martine Lavallée, ses petits-enfants Mathieu Gauthier, Audrey Godette, Marie-Ève Gauthier, Pierre-Olivier La Jeunesse, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Nicole Rochette, feu Roger Pagé, Jean Goyette, feu André Pagé, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, Lucie Lavallée, feu André Champagne, Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 février de 9h30 au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. Mme Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -3, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Jeudi soir, c'est de la faible neige, une température de -3, avec un temps ressenti de -11, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, c'est des passages nuageux, une température de -23, un temps ressenti de -35. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de -24, un temps ressenti de -37. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -25, un temps ressenti de -38. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de -28, un temps ressenti de -41. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Si vous avez bien compris, on parle de temps très froid pour les prochaines heures. On a parlé d'un -35 cette nuit, -41 la nuit prochaine. Après ça, ça se replace, mais les prochaines heures sont très, très froides. Si en soirée, si cette nuit vous avez à quitter votre domicile, soyez prudents et soyez surtout très bien habillés. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 2 février. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain.